Nous allons finir cette séance de ce premier matin. Vous avez l'air un peu fatigué parce que ça a été un matin assez dense, très intéressant. Et on a commencé par les interventions des sociologues. Et nous allons finir avec l'intervention de Victoria Ferretti, qui se trouve juste ici à côté de moi, et qui vient de l'université de Cadix. Et en fait, elle était spécialiste de littérature française du XIXe siècle. Et comme vous voyez déjà sur l'écran le titre de son intervention, c'est transgenre et romanesque au XXIe siècle. Donc voilà, je vais lui céder la parole parce que on est vraiment un peu dans le temps, enfin on est un peu serré par le temps. Donc voilà. Bien, bonjour. Tout d'abord, je tenais à remercier Domingo et Adela et toute l'organisation et toutes les personnes ici présentes. Je sais que c'est une mauvaise, il est tard, les gens ont faim. Je vais essayer de faire ça le plus brièvement possible. Alors, par rapport à cette communication et par rapport à l'argumentaire, moi, j'ai peut-être fait un truc un petit peu différent parce que j'ai choisi exprès, on va dire, 2 romans qui sont des romans contemporains, mais qui sont écrits par des romanciers qui ne sont pas spécialisés vraiment dans cette matière. Donc c'était un petit peu pour montrer un peu cette vision du romanesque, cette vision, on pourrait dire, hétéronormée, et comment est perçu le transgenre dans une vision hétéronormée et surtout dans une vision dominante, c'est-à-dire de tout ce qui nous entoure. Donc je commence. Voilà, je commence. Alors, au même titre que l'ère virtuelle, avec les nouvelles technosciences et les grandiloquents modernismes qu'elle apporte, le préfixe trans, du latin exprimant l'adverbe au-delà, ainsi que cette idée de changement et de traversée, laisse entrevoir les changements de la pensée contemporaine du XXIe siècle. À cet effet, il convient de remarquer que s'il a permis l'apparition et donné naissance à une foisonnante terminologie quant aux catégories qu'il regroupe, on peut dire que dans l'actualité, il semble se déterminer dans une posture dominante par rapport à la construction universelle de l'humanité, qui par ailleurs semble contingente au rythme propulsé par la technologie, sorte d'alter ego matériel et actentiel du futur environnant. Devenu donc incontournable, en quelque sorte, dans notre quotidienneté, non seulement il projette une moderne dimension de notre univers, mais constelle également à une figuration de l'espèce humaine envisagée autrement. Ainsi, à l'instar de nombreux détracteurs qui font fine bouche devant ces nouvelles configurations et ce qu'elles supposent a posteriori, on assiste cependant à un contre-discours réitérant, force galopante, l'émergence nécessaire d'une ère situant aux antipodes l'humanité tout entière. Par conséquent, même si tout porte à croire que le XXIe siècle s'avère détenteur de grandes innovations, car il ouvre la voie à une nouvelle conception humaine, force est de constater que ces conceptions appellent également à diverses sources interprétatives, contestables ou non, qui dépendent du regard qu'on leur prête. Dans ce pêle-mêle de l'être et du monde du XXIe siècle, car nous ne sommes apparemment qu'aux prémices d'une évolution conjointement agencée, on peut découvrir quelques indices sur cette transformation esquissée ou envisageable, car l'on constate que certaines connexions sont déjà là, bien présentes dans un imaginaire globalisant une projection sur ce que nous allons devenir, ou du moins rappellent à cette capacité existentielle finalement endormie sur ce que nous sommes, en appelant à grands cris une généralisation souvent encore considérée déroutante. En ce qui concerne la littérature contemporaine, qui fonctionne, comme on le sait, comme un gigantesque écran social, on s'aperçoit qu'elle formule elle aussi les ébauches et les nouvelles pistes à suivre sur la construction du personnage ou sur ce qu'il est en passe de devenir, car on assiste à une espèce de reformulation du genre, rendant manifeste les structures enquistées du langage institué, sorte de garde-fou d'une identité genrée et obsolète qui semble ne plus convenir ni tenir la route à notre époque. Pour ainsi dire, on pourrait presque avancer que quand le langage se prétend avant-gardiste,
il met surtout en exergue l'influence de nouvelles tendances représentatives promulguées par les discours de caractère scientifique, médical, social, annonçant un autre type d'humanité. Car la redimension de l'humain abordée sous divers champs de recherche laisse poindre insidieusement l'idée d'un tout à chacun misant sur une autre configuration plus en accord avec l'essence humaine qui tournerait le dos aux valeurs hétéronormées. Point. Avec cette volonté d'appréhender le monde d'une manière absolument différente, grâce à une humanité accompagnée magistralement par la création scientifique, quelques interrogations s'imposent malgré tout. Car cette transformation suppose tout aussi bien un remodèlement de la morale et de l'éthique, mais une construction considérée limitante qui cesserait de l'être pour se diriger vers un ailleurs totalement indéfini. Enfin, conviendrait-il de remarquer que si les hypothèses sont nombreuses, c'est parce qu'elles renvoient toutes paradoxalement à une complexité non résolue en matière d'humanité, car nous possédons des preuves innombrables de notre évolution qui vont de pair avec notre mode de raisonnement et de fonctionnement au cours des siècles. Mon propos aujourd'hui, est de relever cette reconversion de l'imaginaire dans deux écrivains que j'ai choisis exprès, c'est-à-dire deux écrivains, deux romanciers contemporains qui font du transgenre, et on va voir un peu leur vision. Et donc, on va voir que dans la littérature, dans cette littérature contemporaine, c'est la science qui prédomine dans le transgenre. C'est comme, on va dire, c'est ça qui détermine vraiment ce que le transgenre est. C'est-à-dire, c'est pas vraiment, c'est ça que j'ai, en tout cas, ce que je vais essayer de vous transmettre. Alors, mon propos aujourd'hui est de relever cette reconversion de l'imaginaire, car il s'enracine sur le modus operandi de la science prédominante qui semble lui indiquer le chemin d'un nouvel ordre de la conception humaine. Donc voilà. Donc comme je ne vais pas vous... Alors j'ai donc pris deux romans qui sont... je les ai choisis exprès, c'est-à-dire deux romans qu'on pourrait considérer comme de la littérature facile à lire, de la littérature même tout public. Et justement, c'est ça qui est intéressant, parce que le transgenre, là, il est abordé vers un tout public. Donc là, il ne s'agit plus d'être intellectuel, il ne s'agit plus d'être un grand penseur. C'est une même littérature qui s'adresse à des adolescents et qui est lue dans les lycées. Donc ça aussi, c'est un peu pour voir comment elle est présentée, comment le transgenre est présenté. Le premier roman que j'ai choisi, et curieusement, vous connaissez l'auteur, c'est Philippe Zian, c'est un roman de 2014. Donc là, dans son 26e roman, cet écrivain quand même assez connu, curieusement, il aborde le thème du transgenre. Mais curieusement, il l'aborde sous une perspective qui n'est pas vraiment du transgenre, mais déjà d'une certaine manière, on voit comment lui, il y a cette conception, il aborde le transgenre pour critiquer ce qu'il y a autour, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il se sert du transgenre, mais c'est pour critiquer tout ce qu'il y a autour de lui. Et donc, cette histoire de Chéri narre l'histoire de Denis. C'est un écrivain fauché, d'accord, qui est également critique littéraire. Donc là, on voit encore. Et qui, pour arrondir les fins de mois, qui va danser dans un club, hein, en se travestissant. Donc là, déjà, on voit cette approche du transgenre. Et la nuit, c'est-à-dire la nuit, se convertit en Denise. Donc on voit que le langage, évidemment, est là pour spécifier et surtout pour appuyer ce changement d'identité. Alors, curieusement, sa femme n'y voit aucun inconvénient, hein, elle est même au courant. Elle est au courant des actes de son mari, mais son beau-père, qui est légèrement psychopathe, hein, selon la plume de l'auteur, trouve ça vraiment dégradant, d'accord ? Et pour la peine, il l'entraîne dans une nouvelle combine qu'il trouve plus honorable, apparemment, que celle de se travestir, mais qui paraît pourtant extrêmement plus douteuse. Et donc voilà à peu près une de ces strophes.
le jour où on m'appelait Denise, j'étais un écrivain qui connaissait un certain succès et qui avait la dent dure comme critique. Certains soirs, on m'appelait Denise. Bon, je dansais dans un cabaret. Donc apparemment, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Alors, on peut dire que si cette trame du récit qui aborde le transgenre, le transgenre est abordé de manière cocasse, apparemment, ce que l'auteur remet en question dans ce roman, c'est surtout toutes les discriminations sociales, mais qui sont assujetties aux stéréotypes identitaires. Et donc, pour aller vite, je dirais, donc, Denis se sent complètement à l'aise dans cette autre identité. Sa femme est au courant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci apparent. Donc, mais apparemment, ce changement d'identité qui est accepté de manière naturelle n'est pas accepté par l'extérieur. Et comme il dit cette existence me convenait, cette fois pourtant, on m'avait sérieusement tabassé. Donc apparemment, même si le choix de ce personnage est libre et il est complètement accepté, l'extérieur le rejette et d'une certaine manière le récrimine et même lui fait violence. On voit aussi l'exposition de violence, et l'exposition de violence est toujours chez les autres, pas sur celui qui, bon, en tout cas dans ces récits contemporains hétéronormés, on voit, attendez que, voilà, alors, voilà, on voit les propos de son beau-père, et voici la description qu'il en fait. Il est rouge comme une écrevisse, de grosses veines gonflent son cou. Et donc, il me hurle, c'est quoi? C'est le carnaval aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que tu fous chez moi, dans cette tenue? Est-ce que tu te fous de ma gueule? Tu me dégoûtes, aboie-t-il. Ça me dégoûte de voir un homme déguisé en gonzesse. Donc, on voit bien que le transgenre, en fin de compte, il est surtout, il n'est pas assimilé par l'extérieur. Et donc, on voit bien ces stéréotypes qui sont là, qui sont présents, c'est-à-dire que je continue, donc je continue. Par ailleurs, Jean s'amuse à faire un peu des portraits très exagérés du monde extérieur, parce qu'apparemment, si le transgenre se déguise, c'est-à-dire Denis devient Denise, le reste, qui apparemment on n'est pas déguisé, on l'est quand même. C'est-à-dire on a tous un déguisement, quel qu'il soit. C'est-à-dire que personne est à l'abri de ne pas avoir un déguisement. Donc, dans ce roman, ce que fait Dian, c'est surtout c'est qu'il l'immoralité présente dans la société contemporaine, celle où nous sommes actuellement. En effet, tous les personnages qui constellent autour de Denise rassemblent toutes les dénonciations sociales qui peuvent exister. C'est-à-dire que... donc, le beau-père, il est mafieux, machiste, corrompu. La mère est considérée comme une nymphomane qui vit librement sa sexualité. Et donc, apparemment, si on peut avoir un jugement pour ce personnage qui se déguise ou qui se travestit parce qu'il le veut, le reste, il devrait peut-être aussi avoir sa propre projection, quoi. Donc, voilà plus ou moins. Dans cette irrésistible farce où tout sonne faux, hein, c'est-à-dire tout sonne faux, hein, si apparemment le personnage de Dian est critiqué, mais tout le reste aussi sonne encore peut-être beaucoup plus faux que le propre personnage. Le narrateur laisse poindre que le seul personnage de Denise reste authentique par rapport à la reconnaissance de la diversité qui le caractérise et par l'intégrité de se montrer ouvertement aux yeux des autres, malgré le danger encouru. Et là, voilà ce qu'il dit. Posséder deux corps, deux sensibilités différentes et indissociables, tu aurais fait quoi, Robert, à ma place? Tu aurais décidé d'ignorer ça, peut-être? Tu te serais mutilé à ce point, dis-moi? As-tu la moindre idée du nombre de types que ce sacrifice et le sentiment de honte et d'effroi qu'ils ont ressenti face à eux-mêmes
ont rendu fou, à tout jamais déchiré et irritable, de la horde sans fin des emmurés volontaires, de ces féroces tribus de l'ombre, Robert, de ces sombres tribus féroces. Ça veut dire que l'univers extérieur, en fin de compte, est considéré comme un univers hostile, féroce, qui juge, et qui juge alors qu'il devrait peut-être se juger lui-même, quoi, avant ou se juger lui-même, ou avoir une autoprojection qui lui permettrait peut-être de comprendre qu'il y a autre chose, quoi. Alors, dans cet entre-deux, Philippe Jean montre combien la complexité humaine de se sentir à la fois homme et femme peut être douloureuse. Et en fin de compte, la société est peu réceptive à la bipolarité, à ce qu'on nomme bipolarité, quoi. Elle est peu réceptive, même si on sait qu'elle est là, mais en réalité, dès qu'on en parle, il y a toujours comme quelque chose de négatif et de mauvais là-dedans. Et là, je vous cite une autre. Et voilà plus ou moins la société qui entoure ce personnage transgenre. En tout cas, je la regarde, puis je regarde ce type qui devient marteau lui aussi, qui serait prêt à égorger la moitié de la ville pour apaiser sa colère. Et cette fille à moitié cinglée qui est ma femme, sa mère qui perd les pédales, et moi en mini-jupe avec mes faux seins. Donc on voit bien que dans cette société, dans son univers, tout le monde sonne faux. Mais pas sonne faux dans la mesure où... C'est-à-dire que ce que fait Dian ici, c'est que surtout il fait une critique de tous les gens apparemment hétéronormés qui représentent cette projection dominante sur la sexualité et sur le genre, mais apparemment, je pense qu'il devrait peut-être... il remet en question, quoi. Donc c'est une grande critique. Donc... Voilà plus ou moins pour ce livre. Le second livre que j'ai choisi, un autre livre, écrit par une jeune romancière, Léonore de Recondo. C'est son... C'est son 5e roman. Et donc, on peut dire, c'est ce que je vous disais, donc c'est pareil, si dans le premier roman de Chéri Chéri, on voit que le côté travesti, c'est-à-dire... Là, dans celui-ci, on va voir vraiment la transformation du transgenre sous la plume d'une romancière qui ne l'est pas. Et on va voir aussi que la vision peut être la vision littéraire d'une personne qui ne l'est pas, elle est peut-être aussi sujette et inconsciemment, elle se base sur des clichés de la société dominante. Donc voilà, pour ce livre, Léonore de Recondo, c'est un livre simple, un livre qui a reçu le prix du roman des étudiants France Culture Télérama 2017. Donc on voit que c'est pour les jeunes, donc voilà, le transgenre est amené, un transgenre, on va dire, édulcoré peut-être, édulcoré dans la mesure où tout est très, très... très normé, c'est comme une présentation du transgenre pour tout le monde, voilà, pour tout public. Donc, dès le début du roman, on voit la transformation de Mathilda, d'accord, de Mathilda, voilà. Et curieusement, là, d'entrée de jeu, la narratrice, c'est-à-dire Léonore de Recondo, joue sur cette transformation, c'est-à-dire qu'on assiste... elle sort de la voiture, ouvre le coffre, sous la moquette, la roue de secours a disparu pour abriter une mallette. Elle la saisit en tremblant. Combien de temps encore? Mathilda se rassoit, la mallette en aluminium lui glace les cuisses. Elle prend une lingette démaquillante, se frotte doucement les yeux, puis commence à retirer ses fossiles. Son visage se déshabille. C'est-à-dire que non seulement elle se déshabille, mais aussi c'est tout qui se déshabille. C'est-à-dire que c'est toute la personne qui se déshabille au même moment où elle s'enlève ses vêtements. Donc là, on peut voir que d'une certaine manière, il y a comme un vocabulaire dichotomique
qui vient balayer, c'est-à-dire, encore une fois, cette vision de la norme qui est là. C'est comme cette vision du masculin et du féminin qui est bien présente et qui appuie d'une certaine manière ce qui est dominant, ce qui domine dans notre pensée contemporaine par rapport au transgenre. Et c'est comme ça, d'une certaine manière, qu'on est construit. Donc, et là, je vous montre le second, tout de suite après. La voiture est jonchée de vêtements, des lingettes usagées, un chaos à l'image de son désordre intérieur. Révolté d'avoir arraché ses habits de lumière, Laurent retourne à l'ombre, jure, s'habille, se crispe, range tout ce qui doit l'être dans la mallette qui trouvera refuge dans le coffre. Donc là, on voit bien que d'un seul coup, si le fait d'être Mathilda, c'était un univers de lumière, là par contre, l'univers de Laurent, c'est un univers d'obscurité, un univers de crispation. C'est comme un enfermement. Voilà. Si l'autre, c'était l'extérieur, cet univers. Et puis, il y a aussi autre chose. On parle de désordre intérieur. Donc là, encore une fois, c'est la projection d'un narrateur hétéronormé qui parle de désordre intérieur. C'est encore une vision encore dominante. C'est-à-dire que... Et là, on le sent bien que ça n'a rien à voir avec les auteurs proprement transgenres qui écrivent des romans ou qui écrivent sur eux-mêmes des biographies. Ça n'a plus rien à voir. On voit bien que c'est tout public. Donc il y a une certaine... c'est quelque chose de systématique et très bien encadré. Donc, voilà. Donc, la vie de ce personnage principal, c'est Laurent. Il est marié. Bah oui, il est marié. Il est père. C'est une famille classique. Marié par amour, hein, dit le roman, 20 ans avec Solange et qui a deux enfants adolescents. Donc apparemment, derrière cette vie banale, traditionnelle, hein, il y a encore une fois des clichés, encore une fois, de cet univers hétéronormé qui projette le transgenre d'une certaine façon. Et là, vous allez voir, d'une certaine manière, sous cette apparence apparemment tranquille de père de famille traditionnelle, apparemment, il y a des souvenirs d'enfance qui vont venir le heurter, qui vont venir le perturber. Donc, encore une fois, on a ces flashbacks qui sont là, qui nous disent oui, c'est à cause de l'enfance que tu es comme ça. Bon. C'est encore une fois une simplification du transgenre. C'est une simplification. Alors, c'était là. Excusez-moi, je suis passée. Alors, ce geste le ramenait à son enfance, quand il s'enfermait pendant de longues heures dans la penderie de sa mère. Mélange de lavande et de naphtaline, si doux à ses narines. Dans cette obscurité réconfortante, il pouvait rêver qu'il dansait, paré de toutes ses robes. Sur le sol, à côté de lui, il y avait les escarpins rangés par couleur. Il adorait les essayer pour admirer son coup de pied et sa cheville. Il éprouvait alors un bien-être profond. Et cette émotion l'ankylosait. Donc là, on voit encore une fois que cette projection du transgenre, elle est par rapport aux romanciers contemporains qui se dédient à ça, et apparemment, c'est la littérature pour tout public. Il y a des structures dominantes qui font que tu es comme ça parce qu'avant, tu étais comme ça. Il t'est arrivé ça ou tu faisais déjà ça. Donc, il y a une sorte d'explication. Voilà, il y a toujours une explication. Il y a une cause, voilà. Il y a une cause et une conséquence, ou une cause et un effet. Et donc, c'est un petit peu la théorie dominante qui fait ça. Donc, si bien, et là j'en reviens à la théorie de la psychanalyse, si bien la théorie de la psychanalyse souligne une distorsion du souvenir du sujet transsexuel pour démontrer sa proximité au genre opposé depuis l'enfance, on remarque par ailleurs que la transsexualité du personnage s'impose par des conduites instinctives, presque en dehors des capacités de changement et de contrôle de l'individu. Donc on voit bien que par rapport à ce discours de littérature, il y a aussi le discours scientifique et psychanalytique, même si maintenant il change, mais qui est assez rigide. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une explication.
il y a une explication, il y a une explication qui fait que. Donc, je vous donne un autre exemple. Sí, pues ya me tengo que cortar, ¿no? Pues entonces me voy. Nos vamos ya. Bon, alors, tout ça pour vous dire que, pour conclure que dans le roman, Laurent va devenir Lauren, il va se convertir, il va changer son nom, sa femme, il va comme une sorte de logique, il va dire à sa femme ce qu'il ressent, c'est-à-dire qu'il ne se ressent pas comme homme et qu'il veut changer. Donc apparemment, il y a tous les clichés encore du roman contemporain et dominant. C'est un peu la structure à penser qui est là. Donc, sa fille ne va pas l'accepter, son fils va complètement le rejeter, la femme va se poser des questions à savoir où est-ce qu'elle a foiré, hein, qu'est-ce qu'elle a mal fait pour qu'il soit comme ça. Voilà. Il y a une sorte de responsabilité. Et en même temps, la fin du roman termine, et c'est pour ça que, voilà. Son corps agité est en absolue contradiction avec ce qu'elle ressent intérieurement. Un vide s'est créé, une place immense pour les accueillir. Voilà. Donc là, quand il décide enfin de faire sa transformation, sa vraie transformation par rapport médical, pour prendre des hormones et à la fin, il va aboutir à l'intervention finale, c'est-à-dire qu'il va vraiment changer de sexe. De sexe, d'identité sociale, c'est-à-dire il va devenir une femme. Et donc, on voit un petit peu un texte un peu à l'eau de rose, quoi. C'est-à-dire que le transgenre, là, il est vu d'une manière très facile, mais très cliché. Et ça, c'est plus ou moins ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Bon, j'avais d'autres choses à dire, mais comme il n'y a pas de temps, tout le monde a faim. Donc... Donc, tout ça pour vous dire que, on peut dire que si le premier texte se construit un peu sous le regard un petit peu critique de ce qui nous entoure, c'est-à-dire que le discours de reproche par rapport au transgenre, le second texte, lui, d'une certaine manière, assume ce changement d'une manière très facile, très cohérente. Je ne pense pas que ce soit comme ça vraiment dans la réalité. Je ne pense pas, mais en tout cas, les textes des romanciers hétéronormés tendent à prétendre ça. Et donc, voilà, donc, tout ça pour conclure que, ce qu'il y a de bien là-dedans, c'est que, en tout cas, ce qui est bien, je trouve, ce qui est positif, c'est qu'en tout cas, ça aborde le tout public. Voilà, j'avais d'autres choses à dire, mais je sais qu'il est l'heure, donc je vous remercie beaucoup. Effectivement, il est très tard. Juste une minute pour riposter, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose rapidement. Parce que sinon, tout le monde a faim. Pour le déjeuner, ça va être un peu limite. Et sinon, on peut reprendre cet après-midi. On reprendra cet après-midi à 4h. Donc, voilà, c'est le moment de manger. Merci beaucoup. Merci beaucoup.